vais enchaîner sur cette belle vision du mélancolie qui est tellement juste que Olivier Douville nous donne, parce que si nous restons dans la psychopathologie entre la manie comme seule possibilité de mouvement chez le mélancolique, c'est un petit peu peut-être exagéré. Alors ensuite, c'est sûr qu'on ne peut pas définir le mélancolique, il n'existe pas un mélancolique, on a des différentes figures autant que de sujets. Il y a des mélancoliques qui n'arriveront jamais à s'entendre et qui terminent comme à la place du déchet, puisqu'il y a cette impossibilité de ce mouvement, puisque c'est quand même pas facile du tout, de se faire entendre, pas par une seule personne ou deux. L'écho qui doit leur revenir doit être tellement fort, beaucoup plus fort que chez les personnes non mélancoliques, disons, d'autres structures, qu'il est possible de rééquilibrer cette non-adresse qui représente, comme disait Olivier tout à l'heure, que par une reconnaissance publique, une reconnaissance qui viendrait du social, c'est-à-dire, et par un autre biais, peut-être par une autre forme que conventionnelle, habituelle, c'est-à-dire les génies mélancoliques ont toujours cassé quelque chose de la parole qui relèverait d'une langue de bois. Ils ont toujours réussi, par une manière ou par une autre, à dire quelque chose qui trouve ensuite une reconnaissance, qui les soutient de l'extérieur ensuite. Alors, c'est pas du tout une mince affaire, parce qu'il faut soit, je crois, se placer du côté d'un héroïsme sacrificiel, comme des héros de la résistance, par exemple, qui ont donné leur vie pour faire entendre qu'il faut barrer la route à Hitler. Et c'est quelque chose, c'est un acte que certains ont posé, et qui, comme Socrate, ont préféré la mort à une vie quand même dans un mensonge meurtrier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il se risque, mais dans n'importe quelle situation, on voit très bien, moi je travaille avec une équipe des urgences psychiatriques, qui travaille beaucoup avec les personnes qui font des tentatives de suicide. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans tout un tas de suicides, même hystériques, graves ou mélancoliques, où quelque chose doit se faire entendre ou tente de se faire entendre, mais ne peut pas être entendu ni de la famille, ni des amis, ni même de l'équipe elle-même, de l'équipe psychiatrique, des psychologues, des psychiatres, etc., qui s'occupent beaucoup plus, par exemple, parfois, de la famille, en disant « pauvre famille, qu'est-ce qu'ils leur font ?» Enfin, ils ne veulent pas rentrer dans les petites cases, cet adolescent qui ne va pas à l'école, mais fait des choses absolument magnifiques, comme petits films, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui sont sur Internet, YouTube, qui est absolument qui ne peut pas rester dans un univers où il n'est pas entendu non plus, et qui continue à se faire entendre, à construire, où il me dit, aujourd'hui par exemple, on a cliqué j'aime 1600 fois sur ce que j'ai créé. Et il vit grâce à ça. Et ce qu'il a créé, c'est quelque chose où il a chanté un petit truc, mais d'une autre manière. Bon, voilà. Et lorsqu'il tente de se suicider,
c'est lui, celui qui obéit pas, qui va pas à l'école comme tous les enfants, qui fait pas comme il faut, qui range pas son cartable lorsqu'il rentre, et parce que notre univers fait conventionnel, fait de petites cases, aliénant, toujours aliénant, où il faut absolument se plier à ça, avoir ces petites respirations et puis continuer comme ça, comme la majorité des gens. Alors, de temps en temps, il faut un héros pour nous mettre un idéal ou possibilité d'un idéal, sinon, avec une société qui perd ses idéaux, il y a un repli sur ce que Freud appelait sur le moi idéal, qui est différent de l'idéal du moi idéal, et du domaine de se rabattre sur le corps pulsionnel, en fait, et de ne plus avoir cette dimension, cette division du refoulement du corps. C'est avec ça qu'Olivier a commencé, et je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce refoulement du corps qui est toujours premier et qui est nécessaire pour pouvoir parler. C'est pour ça que Virginia Woolf dit il n'y a plus d'écho. Elle devient vraiment déchet corps. Oui, corps, c'est cadavre aussi, c'est corps, l'étymologie dit que ça peut être cadavre, ça peut être esclave, ça peut être beaucoup de choses. Donc, lorsque le corps est uniquement esclave, objet, fétichisé, il ne peut plus avoir sa parole subjective, elle n'est pas entendue, il chute. Alors, voilà. Assiégé par le pulsionnel. Il se fait assiégé. Alors, pour sortir de ce pulsionnel, il y a parfois, comme Socrate, ou comme. Il y a des hommes, des femmes qui posent un acte, parfois au péril de leur vie, qui donnent alors une immense respiration à la société même. Enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas, Lacan, pour parler tout banalement de ce qui s'est passé récemment, relativement, lorsqu'il a dit non aux petites cases que l'IPA imposait aux analystes et au cadre qui n'est pas autre chose que ces petites cases imposées partout, Lacan a produit un acte, il a été exclu, il a souffert d'une manière, d'une solitude épouvantable à ce moment-là. Mais il a posé cet acte. Mais lorsqu'on pose un acte comme ça, on risque de se faire ou tuer, ou exclure, ou rejeter, ce qui revient à être remis encore à la place du déchet. Alors, il ne faut pas y croire surtout, donc il faut énormément avoir cette force, cette énergie dont parlait Olivier Douil tout à l'heure, de remettre sur le métier. Et cet exercice, la patience, cet exercice, on le voit dans l'analyse par exemple, de pouvoir faire de sorte que le sujet s'y retrouve. À toutes les séances, il doit s'y retrouver pour pouvoir continuer à tisser. Après, ça peut être une œuvre plus ou moins reconnue, mais cette reconnaissance qui ne vient pas jamais immédiatement. Personne n'a été reconnu à partir de sa première note. Lorsque Mozart a touché le piano, il n'était pas génie lorsqu'il a tapé sur le piano. C'est un énorme travail. Un énorme quand même, une audace de continuer à élaborer et affronter intellectuellement aussi le monde hostile, un monde hostile qui n'a rien à voir avec la manie. Moi, je suis complètement d'accord. Qui n'a rien à voir avec la manie. Ça n'a pas à voir avec la manie, mais parfois, le succès, par contre, peut rendre mélancolique maniaque. Au moment du succès, par exemple, je me suis rendu compte dans mon travail dans Libéral que j'ai eu pas mal de demandes d'analyse chez des personnes suicidaires au moment d'un grand succès. C'est-à-dire, ils viennent et ils me disent « j'ai tout raté, je suis incapable, je suis nul, je suis un déchet, etc. » Après avoir, par exemple, réussi défendu une thèse, un doctorat, réussi un grand concours, une entrée dans une grande école,
réussi le concours de médecine, des concours de pharmacie, je ne sais pas, des concours où il y a une excellence qui est demandée. Et avoir atteint ce moment-là, ou au moment de la publication d'un livre chez d'autres, de la promotion à un poste de responsabilité importante. Alors ça pose la question de qu'est-ce qui reste ensuite comme idéal. Où est l'idéal? Et ça pose la question aussi dans la clinique du fantasme inconscient qui, lorsqu'il se réalise, s'estompe. Il n'existe plus comme s'il était matérialisé. Et notre rapport au réel, dans les moments de succès, change. Parce qu'on doit passer à une autre identification. On n'est pas une identité comme toutes les petites cases veulent nous dire. Vous êtes bien français, professeur ou élève, je veux dire, il y a une seule identité. Et comme dit Alain, il dit, nous n'avons pas, et il insiste dans son dernier livre là-dessus, nous n'avons pas une seule identité. Il faut arrêter de s'imaginer cette jubilation ultime qui pourrait comme ça se produire si nous retrouvions notre identité. Il faut plutôt accepter toute la palette de milliers de tons, disons, différents, comme ça, de nos identités et essayer de les scrues mélancoliques qui créent des œuvres arrivent à accepter. Il va dans ces identités multiples. Comme tu disais pour Aristote, je crois, c'est un ensemble fait de milliers de laboratoires à travers la vie où des choses comme ça se construisent et à un certain moment, elles peuvent se rencontrer et se nouer d'une certaine manière pour donner une signification extrêmement multiple, riche et énigmatique. Et c'est cette énigme aussi qui crée une respiration pour la société qui est réintroduite. Parce que si nous savons déjà comment ça va être demain et qui nous sommes dès le départ et que voilà, il n'y a rien à explorer. La curiosité est complètement étouffée. La curiosité qui est le fond du désir humain. La curiosité, posée dans la curiosité évidemment sexuelle, tout d'abord. Si on n'a plus cette curiosité de la différence pure, de la retrouver, on vit plus. Hein. On voit, par exemple, je reçois aussi, bon, à côté de ces 25-30 ans, il y a une autre, je suis frappée par la venue de nouveaux patients, par exemple, appartenant aux 60 ans, entre 55, 65, 70, qui changent d'identité au moment du départ à la retraite. Et à qui, au lieu d'une curiosité qui maintenait tant bien que mal dans leur travail différent, souvent c'est des personnes par exemple qui avaient des postes de responsabilité, donc un rapport avec la jeunesse et un dialogue avec la jeunesse, lorsque ce dialogue socratique avec la jeunesse est rompu, tout s'écroule. Le corps s'écroule dans les maladies somatiques, les hôpitaux sont pleins de gens, 70%, qui, après leur départ de la retraite, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, le corps est réduit à lui-même, puisque ce contact avec la jeunesse qui renouvelle la question et qui apporte du nouveau n'est pas maintenu. Les voyages à travers le monde avec les groupes de touristes qui photographient, c'est la pire des choses, c'est horrible, c'est absolument, ça ne peut pas les sortir de cette dépression qui demande une nouvelle créativité, une nouvelle identité, un nouveau élan. Et lorsque toute la société dans ce chiffrage est d'accord que la vie est terminée et qu'il faut voyager, ou je ne sais pas ce qui est donné comme ça, comme type d'avenir, c'est un avenir qui n'est pas tout à fait radieux, je veux dire, c'est un avenir qui est... Alors, chez Mélancolique, je pense qu'il faut souligner qu'il y a un rapport au deuil
qui est particulier, ça tout le monde le sait, mais il y a un deuil très souvent chez la mère qui n'est pas fait d'un enfant Ou d'un amour. ou d'un amour mort. Absolument. Mort, décédé, et dont le deuil n'a jamais été fait. Donc, pour le mélancolique, pour atteindre cet idéal, c'est soit mourir lui-même, être mort comme ce mort, ou arriver à être un héros, en quelque sorte, en créant quelque chose qui va lui donner une nouvelle existence à travers ce que lui aurait créé comme son corps. Puisque je pense que le corps créé correspond à ce corps perdu lors du premier. C'est un art, comme si ce corps pouvait être retrouvé, ce corps perdu de refoulement premier, qui est absolument irrécupérable. On a oublié, le refoulement premier ne peut pas être levé. Le corps est refoulé pour qu'on puisse exister, parler. Donc on ne peut pas, une fois dans la parole, revenir à être objet, enfin c'est pas possible. Donc il y a comme ça des jeux qui se passent et qu'on retrouve beaucoup dans la clinique. Alors je voudrais parler d'une chose que très souvent, cette responsabilité de la pathologie a été donnée à la mère. Même Lacan le dit, la parole, que la mère, la reconnaissance de la mère, du père, la parole de la mère concernant son désir pour le père, etc. Ce qui est vrai, mais le réciproque, on parle très peu, parce que c'était quand même les époques du patriarcat, dont nous arrivons à sortir, et la femme, qui était quand même dépendante de son mari, complètement, qui n'avait pas le droit de voter, d'exister, de parler, elle ne pouvait que attendre que son mari devienne le sauveur, son sauveur, sauveur de son âme. Donc il était dans la déchéance, mais obligatoirement, pas dans la faille, qui est acceptable pour tout le monde, mais dans la déchéance complète, dans la déception, ce que Olivier a dit, où je serais complètement d'accord avec lui, c'est des énormes déceptions qui, après tout, sont des choses de la vie. Mais la femme dépendante est déçue forcément beaucoup plus que celle qui peut dire ben, je vais me prendre moi en main et puis je fais des choses et moi-même je vais voir que je ne suis pas parfaite et que je peux faillir. Et il y a quelque chose maintenant, je crois que la parole aussi de l'homme et son désir pour la femme dans la mélancolisation peut être questionné différemment. Parce que il y avait cette exigence aussi dans le patriarcat que le père soit uniquement. Et comme modèle, c'était toujours le héros mort, le père mort, qu'un usurpateur incarnait après. Celui, par exemple, Lacan, aujourd'hui, vous avez des petits Lacans qui fument de la cigare, qui parlent à son nom, qui sont empaillés, qui ont une langue de bois, qui sont des morts vivants, qui déambulent dans toutes les sociétés psychanalytiques, je dois le dire quand même, et qui sont là pour donner la bonne parole, et c'est la parole morte. Parce qu'une fois que Lacan s'est risqué, mais c'est facile de dire on est d'accord, mais qui est-ce qui va se risquer? Pommier s'est risqué, il était exclu. Il était exclu aussi. Il y a une violence que du nouveau qui introduit la violence de la différence sexuelle, la sexualité en tant que telle, qui est inacceptable puisqu'il faut rester dans quelque chose hors la sexualité et dans quelque chose de conformiste et tranquille et où on ne va pas entendre, surtout pas entendre le nouveau sujet, les jeunes. Lorsqu'on regarde les jeunes, aujourd'hui, on dit qu'ils demandent tout. Mais enfin, ils demandent tout. On est tellement exigeant envers les jeunes. On ne leur donne rien, on ne leur pardonne rien. C'est absolument beaucoup plus grave, je crois, que de notre époque, de la mienne, que j'ai pu vivre 68, où il y avait quand même la jeunesse, était arrivée à apporter sa fraîcheur au premier plan de la société. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui, cette jeunesse? Donc, avec cette victimisation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la victimisation
Les jeunes travaillent comme des malades pour 1 000 €. Ils n'arrivent plus à habiter. Ceux qui travaillent à Paris font 2 heures de je ne sais pas où pour arriver à leur lieu de travail. Enfin, il y a 40, 50 ans, vous trouviez une chambre de bonne en demandant à la concierge sans problème. Aujourd'hui, c'est impossible de vivre. Si vous partez avant d'avoir fait 12 heures aujourd'hui, mais vous êtes un fainéant. Mais en 68, les gens étaient quand même cool. C'était plutôt l'amour et la fête. Donc je ne vois pas où ils jouissent autant. Aujourd'hui, ces jeunes, et où ils demandent, eux, c'est la société beaucoup qui leur demande, je pense, plus qu'ils nous demandent. Hein. Après, chaque cas est un peu différent. Chaque cas est un peu différent. Donc voilà. Alors Freud parle du fantasme du sauveur, et c'est très intéressant ce qu'il dit, et ça on retrouve ce fantasme dans la cure énormément. Il dit que pour l'homme ou la femme, l'idée de sauver est centrale aussi dans un certain choix d'objet d'amour. Cette idée, c'est le fantasme de sauver, c'est-à-dire le fantasme d'être le héros quand même, hein, de sauver comme pompier, je ne sais pas. Alors on voit ce fantasme, et ce fantasme de sauver ou d'être sauvé est aussi quelque chose qui fonctionne beaucoup peut-être chez des personnes héroïques qui sauvent parfois tant qu'ils voudraient, eux, qu'on les sauve d'un néant avec lequel on a toujours du mal à se dépatouiller. Alors Freud nous dit que par un de ces petits changements de signification qui sont facilités dans l'inconscient, c'est joliment dit, processus que l'on pourrait comparer dans le conscient au glissement d'un concept à un autre, entre guillemets, sauver la mère, acquiert la signification lui donner ou lui faire un enfant. Dans le fantasme de sauver, le fils s'identifie complètement au père. Sauver peut voir son sens varier selon qu'il est fantasmé par une femme ou par un homme. Cela peut signifier aussi bien faire un enfant, être cause de sa naissance pour l'homme, que mettre au monde un enfant pour la femme. Donc Freud parle du choix d'objet, d'amour chez l'homme, en se demandant si le même clivage pourrait être valable dans la vie amoureuse de la femme. Et dans le roman de Kessel, Belle de jour, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, c'est après avoir pensé aux femmes que son mari a connues avant elle et qui faisaient jouir que l'héroïne se sent poussée vers la prostitution. Et un jour, elle me dit, une de mes patientes qui se prostitue de temps en temps, elle me dit qu'elle a, sans aucune raison vraiment valable comme ça a priori, elle me dit qu'elle a donné tout son salaire à un vagabond inconnu qui l'a accosté dans la rue. Elle associera dans la séance cet acte à l'idée de sauver son père, encore dépendant économiquement de ses propres parents. Dans le livre de Kessel, Séverine donne de l'argent à un pauvre ouvrier avec l'idée secrète qu'il puisse venir à la maison close et payer ainsi ses services sexuels. Le fait que ma patiente donne de l'argent à un mendiant peut se comprendre plus aisément grâce à cet éclairage. Le fantasme de prostitution, destiné à remettre un père debout, qu'elle cherche à séduire ensuite, tente de se réaliser de cette manière. Dans le fantasme de prostitution, il s'agit de séduire le père, mais aussi de répéter un traumatisme, le trauma de la séduction paternelle. Le livre de Kessel débute par un prologue, un souvenir occulté de la petite enfance de Séverine. Un ouvrier travaillant dans la maison de ses parents abuse d'elle et la laisse étendue sur le sol du couloir où elle avait rencontré l'homme, où il l'avait rencontrée. Kessel écrit: l'homme la déposa sur le parquet, s'éloigna sans un bruit. Sa gouvernante trouva Séverine étendue. On crut qu'elle avait glissé, elle le crut aussi. Lacan remarque que la répétition représente une dénotation précise d'un trait identique au trait unaire,
petit bâton, élément d'écriture, d'un trait, en tant qu'il commémore une éruption de la jouissance. Et c'est Séverine qui essaie d'être un sujet en contrôlant la situation. Cette fois-ci, il faut que les hommes payent pour la posséder. Donc vous voyez la manière dont quelque chose essaie d'être maîtrisé qui n'a pas pu être maîtrisé. Alors le fantasme est quelque chose qui nous est propre, puisque à partir du moment où nous sommes dans le langage où nous parlons, le réel nous est impossible. L'humain passe par les paroles de l'autre pour s'approprier le monde, donc il n'a pas sa propre vision à partir d'une vision, disons, absolue, zéro. Nous découvrons le monde à partir de ce qui nous a été dit et pulsionnellement aussi transmis dans les paroles qui nous sont adressées. Donc pour pouvoir affronter donc le réel, il y a une explication à la perte de la jouissance qui est un fantasme inconscient, ou comment regagner quelque chose, ce corps perdu du refoulement premier, qui est un corps, disons, de jouissance. Et c'est des scènes de fantasmes inconscients qui fonctionnent pour des structures différentes, comme le tampon qui crée la réalité face au réel, impossible et mortifère. Puisque lorsque nous devenons un corps pur, nous mourons. Ce n'est pas possible pour l'humain, il se télescope, comme vous preniez, dans ce réel qui l'avale. Donc pour avoir une distance, et peut-être que le mélancolique mange pour ne pas être avalé, il avale pour ne pas être avalé par ce réel qui le menace, qui est très près de lui, très très près. Et donc ces fantasmes sont des fantasmes fondamentaux de Marc Dupère par différentes manières, scène primitive, séduction, ou dans la phobie, c'est le tourniquet des fantasmes. Et ces fantasmes tuent le père pour s'identifier au père, et il faut remettre un nouveau père. Il faut toujours avoir deux pères. Enfin, il y a deux pères, le père mort et le père vivant. Et lorsqu'on tue le père, il faut réveiller ce père mort et le réanimer, puisqu'il est tué seulement symboliquement. Alors, chez le mélancolique, pour qui, moi je vois avec ces jeunes qui viennent, lorsqu'ils ont réussi par exemple un concours, la moindre faille, la moindre erreur les plonge dans un désespoir fou. C'est-à-dire que la faille n'est pas permise. Il y a une demande d'un absolu tel, inhumain. Donc il essaye d'arriver à cet absolu en créant de manière la plus difficile et la plus complexe. Parce que ces gens qui se mettent au travail, lorsqu'il leur est permis de se mettre au travail, c'est absolument hallucinant. C'est magnifique de complexité et de tout ce qu'ils peuvent inclure et explorer, confronter, s'affronter. Alors, cette faille, lorsqu'elle n'est pas permise du tout, c'est comme si une faille qui pourrait mettre en place l'objectivitas, qu'appelait Lacan, était interdite d'une certaine manière, devant une vérité absolue qui n'existerait pas, devant cette identité une, et que, alors, devant cette interdiction, il y a le corps qui chute entièrement. Il n'y a pas une petite... Et parce que l'objectivitas ferait tâche, disons. Alors, dans la tâche, le mélancolique, j'avais par exemple un patient qui, lorsqu'il écrivait, la crise mélancolique est venue au moment où il a écrit et où il a fait une tâche avec son stylo, avec l'encre. Et à ce moment-là, il s'est évanoui. Vous voyez, c'est quand même, par rapport à l'objectivitas, quelque chose le vertige qui vient, ou la disparition, ou des gens qui par exemple, il y a d'autres cas où il faut une séparation comme ça,
Par exemple, lorsque en haut d'un immeuble, les gens qui ont un vertige, c'est aussi de ne pas pouvoir séparer son regard aussi de ce qui est vu. De ce qui est vu. Hein? Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui est difficile puisque il est aussi l'enfant, le sujet enfant est attendu comme sauveur, comme l'idéal que le père, comme mort, comme l'idéal du père mort inexistant, que le père vivant ne pourra jamais réaliser, parce qu'il est tout simplement vivant et mortel. Alors il y a cette non-acceptation du père vivant au nom d'un père mort, que le héros, qui se fait au nom d'un héros toujours mort. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant ces derniers temps, on parle de Mitterrand à tout va. Après, il y a quelque temps, on parlait de Gaulle, mais il y a toujours quelqu'un, un héros mort qu'on ressort et au nom, on part à son nom et on parlera à son nom, on parle au nom de Lacan, tous les. Mais ok que ça soit quelqu'un qui nous a inspiré, mais comment nous, on continue quelque chose si ça nous a inspiré, au lieu de dire il était comme ci, il était comme ça, et répéter toujours les mêmes anecdotes, les mêmes phrases ou les mêmes boutades. C'est extrêmement mortifère. C'est extrêmement mortifère. Donc cette question de héros est une question extrêmement complexe parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je crois, Isabelle, c'est vrai qu'il faut un moment quelqu'un qui dise par rapport à un mensonge généralisé, ben non, écoutez, on est dans la folie complète là. Parce que pour notre confort, nous pouvons accepter de rester dans le mensonge et de le justifier. Mais mon Dieu, mais on le justifie dès qu'on peut, on est content, on fait des théories, on élabore des choses, et ça roule, notre petite vie et petit confort sont là. Mais la peur du nouveau, la peur du sujet nouveau, la peur du sexuel qui l'implique, absolument, est à ce moment-là plus forte que la vie. Et c'est là où nous sommes dans quelque chose d'extrêmement mortifère. Et très souvent, on accuse ceux qui osent une parole nouvelle de détruire, de destruction. Mais on doit détruire quelque chose pour construire. Si, je veux dire, on doit détruire des préjugés quand même. On ne peut pas ne pas les détruire si on veut avancer. Et comme disait Einstein, il est plus facile de faire exploser un atome que de détruire un préjugé. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Merci Laura. Rapidement, je commente, je reprends un point que tu as dit, qui est aussi à voir avec l'exposé de Olivier, ce que disait Olivier sur sortir du déchet, ce que j'appelle moi l'arrachement héroïque, en quelque sorte. Il y a un moment d'arrachement à la position du déchet qui, pour moi, répond à la question de ce que je te posais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le rapport entre la mélancolie et l'héroïsme, c'est ce moment justement où un sujet trouve le moyen de s'arracher à sa position de déchet, c'est-à-dire d'abandonner de l'autre, d'abandonner des dieux, si on peut dire, donc de celui qui chute et qui tout d'un coup trouve le moyen de s'arracher. Par rapport à ce que tu disais, du coup, oui, il y a bien sûr le sujet mélancolique est aux prises avec un deuil impossible. C'était aussi le cas de Virginia Woolf. Je reviens à elle parce que c'est très intéressant de voir comment on peut réarticuler son héroïsme et sa mélancolie, à elle particulièrement, parce que sa mère avait aimé passionnément son premier mari, qui s'appelait Herbert Duckworth, qui était mort quand il avait 24 ans, et elle n'a jamais, mais absolument jamais, fait le deuil de cet homme aimé, passionnément aimé. Elle allait jusqu'à se jeter sur sa tombe, disant qu'elle voulait le rejoindre, etc., etc. Et quand elle a rencontré le futur père de Virginia Woolf, c'est-à-dire Leslie Stephen, avec qui elle a accepté un remariage
mais après s'être fait prier pendant des années par le Leslie Stephen, qui était aussi veuf, hein. C'était donc une union entre deux veufs, de laquelle est née Virginia Woolf. Elle a littéralement consacré sa vie à se détruire inconsciemment. C'est-à-dire elle s'est livrée en bonne victorienne au service épuisant et éprouvant de 7 enfants à élever et d'un mari, dans une demande infinie à son égard. Elle est morte d'une grippe à 48 ans. Bon, donc ça, c'est la mère de Virginia Woolf. Hein. Et en effet, elle a été décrite très souvent par Virginia comme une présence absente, totalement absente en fait. Parce qu'elle était complètement prise par son âge d'or, inconsciemment, auquel elle n'a jamais renoncé. Et bien sûr, il y avait donc entre la mère et la fille un rapport de deuil non fait, hein, de cet amour mort de la mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, là où Virginia Woolf est héroïque, en quelque sorte, c'est d'avoir réussi à se constituer un corps romanesque, c'est-à-dire à pouvoir écrire, donc à se donner un corps de lettres, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire pour éviter finalement, je vois vraiment ce que tu as dit, c'est-à-dire pour éviter l'envahissement pulsionnel et de puer comme la mort, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire d'être prise elle-même par l'idéal maternel, parce que la mère, c'était quoi l'idéal maternel ? C'était finalement cet homme mort. Hein. Cet homme mort, voilà quel était le désir idéalisé de la mère. Hein. Ce désir pour ce mort. Et donc la fille, prise dans l'idéal maternel, hein, prise par ce qui orientait le regard de la mère, hein, d'accord ? Parce qu'il fallait qu'elle devienne quoi ? Morte pour réaliser l'idéal maternel. D'accord ? Elle a trouvé le moyen de se donner, du coup, un espace, hein, tu parlais du sujet plaqué, du coup, un espace, c'est-à-dire de se faire un corps, un autre corps que le sien, en quelque sorte, et un corps de fiction, un corps romanesque, un corps de lettres, hein, où pouvait là circuler du pulsionnel qui ne la tuait pas, hein, qui la faisait vivre. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que tant qu'elle écrivait, tant que la fiction était en cours, hein, elle allait bien, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait l'élation, on pourrait dire l'élation maniaque, etc. Mais c'était une énergie plus qu'une phase maniaque, une énergie incroyable qui la faisait créer, hein, et s'arracher. Et c'est là pour moi où est le mouvement héroïque, complètement. S'arracher finalement, hein, à ce désir de la mère, à ce désir maternel, c'est-à-dire ce désir pour le mort. Hein, ce désir pour le mort, qui la prenait, elle, comme fille, dans la même histoire. Hein. Donc, et ça, c'est pour moi l'arrachement héroïque de Virginia Woolf, c'est ça, hein, c'est-à-dire se donner ce corps-là, d'accord, à sa place à elle, c'est-à-dire un corps, hein, qui détournait, en quelque sorte, c'est vraiment un détournement organisé, hein, un itinéraire de délestage, en quelque sorte, de la pulsion de mort, qui l'a sauvée, littéralement, hein, jusqu'à ce que la guerre, hein, ce réel de la guerre, qui produit une autre réalité, hein, et un autre lien intersubjectif entre les sujets d'une cité, en quelque sorte, qui l'isole, où elle perd l'adresse, et où en effet, 3 jours avant de mourir, elle dit plus d'écho, mais 1 mois avant ou 3 mois avant, elle se met à écrire des nouvelles, une qui s'appelle La Station balnéaire, et tout se met à puer, littéralement. Hein. C'est-à-dire que les femmes qui discutent entre elles, dans les cafés de la station balnéaire, elle les décrit comme puant le poisson. Hein. Voilà. Donc c'est le réel, bien sûr, du sexuel qui revient là, à travers cette puanteur. Hein. Le sexe féminin identifié à cette odeur de putréfaction du poisson. Enfin, c'est tout à fait, on a tous les éléments, hein, cliniques à ce moment-là, d'un déclenchement d'un délire, d'une mélancolie et d'une décompensation proche. Hein, d'une décompensation proche. Voilà. Donc, moi je trouve que c'était une façon d'essayer de faire le pont entre... Oui, mais voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais on parle très peu du père de Virginia Woolf, qui était un homme, un père incarné, comme si c'était lui le porteur incarné du nom, le seul représentant
le propriétaire absolu du nom qu'il portait, parce que c'était un patriarche extrêmement puissant. Il était dans une toute puissance et il incarnait un mort-vivant à ce titre-là, dans sa toute puissance. C'est très discutable parce que Virginia a été identifiée à son père sur plein de points. Le père écrivain, etc. etc. Bon, elle avait une symptomatologie qui la tenait d'ailleurs, qui lui évitait la plongée dans la mélancolie. Elle avait des maux de tête insupportables, son corps souffrant était que des points d'identification à son père. Et si, bien sûr qu'on en parle, puisque elle était très aimée. Mais pas suffisant. Non, mais pas suffisant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce père était secrètement discrédité par sa femme. Et c'est là où le point compte, c'est que ce père dévorant, il était absolument dévorant, insupportablement dévorant. Et d'ailleurs, après la mort de sa femme, il est devenu un corps gémissant, totalement gémissant. Dans la maisonnée, toutes les pièces étaient dans le noir, il errait, gémissant, il était insupportable pour ses filles, vraiment comme un poids mort. En effet, c'est là d'ailleurs où il avait perdu quelque chose d'insupportable pour lui, et que c'était un enfer, la maison familiale était devenue un enfer, si vous voulez, comme un mausolée. Voilà, c'était devenu un tombeau dans lequel les deux filles étaient priées, et les enfants d'ailleurs en général étaient priés de se plier. Voilà, corps gémissant, mais d'une culpabilité effrayante, parce qu'il s'est dit, c'est moi, le père a dit, enfin le père croyait que c'était lui qui avait tué sa femme, et il était extrêmement coupable. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle le livre Mausolée, où il rend un hommage infini, où il fait son mea culpa, à n'en plus finir, sur l'amour qu'il portait à sa femme, donc à sa femme qui était morte, et qui en effet, quand on travaille vraiment sur le rapport entre la mère, entre Julia Jackson et son mari, c'est très clair que Julia Jackson le discréditait inconsciemment complètement. Elle répondait à toutes ces demandes, c'est comme si le père était totalement infantilisé, totalement. Voilà. Grand homme, certes, bien sûr, mais tâcheron pour Virginia, tâcheron absolu. Biographe sans dimension. Ça, c'est très important. Et comparé à ce qu'elle visait, c'est-à-dire de faire une littérature brillante et dégagée du tâcheron, elle était, dans un mouvement de meurtre. C'est-à-dire qu'elle n'avait de cesse de disqualifier son père dans son propre mouvement d'écrivain à elle. C'est-à-dire qu'elle considérait son père réellement comme un tâcheron qui en plus avait tué sa mère. Parce qu'elle a toujours reproché à Leslie Stephen, inconsciemment, cette mort. Oui, voilà. C'est à l'époque aussi où un homme ne devait pas du tout s'occuper ou être proche de ses enfants, où le masculin et le féminin étaient absolument... Mais c'est pas ce qui s'est passé dans les faits. Dans la famille, le père était à la fois exilé dans son bureau, mais très proche de ses enfants. D'ailleurs, Virginia était l'invitée constante dans sa bibliothèque, et c'est la seule d'ailleurs qui l'autorisait à compulser ses livres. Il lui a appris à lire. Il y avait un rapport extrêmement fort entre le père et la fille, un rapport d'adoration au départ. Virginia adorait son père, et après il s'est passé beaucoup de choses. Bon, c'est un rapport complexe, mais parce qu'elle était dans une ambivalence folle à son égard, un rapport d'amour-haine extrêmement important, où elle tremblait encore de haine 30 ans après sa mort, quand même. Mais c'est un père qu'elle avait en même temps adoré. Qu'elle avait adoré, bien sûr. C'est complexe, l'histoire des rapports familiaux, en tout cas, mais c'est tout à fait passionnant. Enfin, le point que je retiens, moi, c'est le corps, un sujet qui arrive, elle arrive à se mettre quelque part pour échapper vraiment à ce désir maternel. Elle arrive à se constituer un corps à travers l'œuvre, réellement. Et tant qu'elle le fait, tant qu'elle est à l'œuvre, ça tient. Voilà, ça tient. Donc c'est ça qui, je trouve intéressant. Comme, pour reprendre le mouvement de l'arrachement héroïque, qui est le sien, parce qu'elle travaillait
elle travaillait 16 heures, 20 heures par jour. C'était un bourreau de travail pour elle-même. Elle relisait 600 pages en une semaine. C'était, incessant. Hein. Elle était, héroïque aussi dans l'énergie qu'elle avait et qu'elle donnait au travail. Hein. C'était vraiment très très important, ce temps consacré à son œuvre. Mais par rapport à l'amour, moi j'ai une question complète, mais pourquoi elle n'aurait pas pu faire ce passage dans la reconstitution de son corps dans un rapport à l'amour, Elle était aimée, c'est pour ça que ça l'avait dit aussi. Hein. Elle était aimée par son mari, elle a eu une vie conjugale très installée, très régulière. Et puis, ils ont fondé avec Léonard Woolf, ils ont fondé la Hogarth Press. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui la met en position de fonder, hein, justement, comme tu disais, le rapport que Freud décrivait des fondateurs, et donc d'être aussi celle qui est à l'origine, hein, d'un texte qui s'écrit. Hein, donc c'était aussi son activité professionnelle. Est-ce que c'était une amoureuse de son... Elle était dans l'amour. Elle était dans l'amour. Amoureuse de... non, elle y avait un rapport à l'époque très respectueux, conjugal, d'une intimité conjugale, un rapport, je dirais plutôt, un rapport de collaboration et de travail, d'estime, absolument, d'estime et de partenariat. Tout à fait comme ça se faisait à l'époque. Hein. Il y avait une collaboration, on pouvait collaborer. Non mais, tu veux, c'était un rapport de devoir aussi qui pouvait rouler. Mais il y avait de l'amour entre les deux. C'est plutôt parce que ça pouvait se faire à l'époque que ça a tenu. Tu vois. Voilà, oui, bien sûr. Mais c'était un rapport d'estime. Hein. Léonard Woolf était, puis bon, elle lui confiait tous ses premiers écrits, elle tremblait devant son opinion, elle était, comment dirais-je, il était... Oui, non, mais parce que son regard comptait. C'est-à-dire, oui, bien sûr, l'opinion de son mari comptait énormément quant à son œuvre, quant à ses écrits. Hein. Vraiment, il aurait dit c'est nul, elle tombait, elle était complètement mortifiée. Bon, et lui, il la considérait très clairement comme un génie. C'est-à-dire qu'il avait épousé un génie, c'est très clair. Ça ne l'a pas du tout empêché. Après, il faut lire le bouquin de Forester sur qu'elle a écrit, c'est la dernière biographie qui a été écrite sur Virginia Woolf, où Forester montre un Léonard Woolf qu'on n'avait jamais montré avant. Bon, c'est très discuté, mais il s'est remarié. Enfin, il ne s'est pas remarié, il a eu une maîtresse après sa mort, après la mort de sa femme. Oui, qui ne s'est pas gêné d'un coup pour s'ébattre sexuellement comme un diable, avec une sorte de femme, qu'il idéalisait complètement, et avec qui il vivait des frasques sexuelles, plus ou moins vécues, d'ailleurs on ne sait pas trop si ça s'est vraiment réalisé, mais enfin c'était absolument l'inverse de la vie qu'il avait eue avec Virginia Woolf. Enfin, tout d'un coup c'était un déchaînement fantasmatique absolu. Voilà, voilà. Enfin, il y a toujours du déchet. Hein. Comment ? Il y a toujours du déchet quand même. Non, mais c'est-à-dire, pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de sexualité entre Woolf et son mari. Voilà. C'est un fait connu. Hein. Bon. Merci en tout cas, Giovanna.